8h14, le petit déjeuner de la présidentielle. Ce matin, c'est Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts et candidat à l'élection présidentielle. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. La guerre en Ukraine, quelle négociation possible? Toute l'Europe peut-elle basculer? La campagne électorale, comment se faire entendre? L'écologie et les prix de l'énergie, la vie sans Sandrine Rousseau, les ralliements à gauche comme à droite, autant de sujets que nous allons évoquer jusqu'à 9h15, avec également les questions des auditeurs, de nos éditorialistes aussi du jour. Alors commençons par l'Ukraine. Poutine ne semble rien lâcher, c'est ce qu'il a laissé entendre hier à Emmanuel Macron, près de 2 heures d'entretien téléphonique, a priori. Il est déterminé à atteindre son but, soit par la négociation, soit par la guerre. On ne voit pas de compromis à l'horizon. Quelles sont les portes de sortie selon vous ? Continuer à infliger des sanctions massives à Poutine et à son oligarchie, continuer à montrer que l'Union européenne, avec ses alliés, est extrêmement ferme, continuer à soutenir la résistance ukrainienne qui est absolument héroïque et inattendue, particulièrement pour Vladimir Poutine. Donc se donner les moyens d'imposer un cessez-le-feu et évidemment après le retrait des chars russes, parce que on voit la situation empirer dramatiquement, très clairement. Le président russe ne fait plus la guerre à une armée ukrainienne, il fait la guerre à la population civile, avec des crimes de guerre qui sont aujourd'hui documentés. Et donc, il va falloir continuer, je l'ai dit, à mettre la pression sur Vladimir Poutine, à se montrer extrêmement ferme et à soutenir la résistance ukrainienne, parce que elle se bat pied à pied dans la rue, dans les maisons, que une partie de la population c'est sur la route de l'Exode. Et évidemment, il faut accueillir les Ukrainiens et les Ukrainiens. Oui, vous avez dit donc évidemment que cette population est touchée, donc l'exode. Il y a des couloirs humanitaires là qui ont été mis en place déjà. Visiblement, ils fonctionnent ou ils fonctionneraient depuis 8 heures ce matin. Ça, c'est une première bonne chose. Non, malheureusement, ces couloirs humanitaires sont profondément scandaleux, puisque en fait, c'est des couloirs humanitaires qui ne mènent qu'en Russie ou en Biélorussie, qui sont les deux pays belligérants contre l'Ukraine, contre la démocratie en Ukraine. Il faut toujours rappeler ce qu'est ce conflit. J'entends toutes les complaisances qui nous ont expliqué pendant des semaines et des mois que c'était la faute des Américains si Vladimir Poutine massait des troupes russes. Le seul sujet de Vladimir Poutine depuis 20 ans, c'est de combattre la démocratie dans son pays, c'est de combattre la démocratie à ses frontières. Donc c'est vraiment un conflit qui nous concerne toutes et tous. C'est pas un conflit simplement sur le sol européen. C'est un conflit sur tout ce que les Européens, tout ce qu'on essaye d'incarner, tout ce qu'on essaye d'incarner comme modèle de société fondé sur les libertés et sur la démocratie. Oui, vous avez dit crime de guerre. Vous pensez à quoi précisément? Vous dites que c'est documenté. Quand vous avez des bombardements sur des hôpitaux, quand vous avez des bombardements sur des infrastructures publiques, quand vous avez des bombardements sur des immeubles, quand vous avez des bombardements sur des centrales nucléaires, on est évidemment au-delà de toute, de toute discipline ou de toute règle en matière de conflit. C'est toujours terrible, mais vous savez, encore une fois, on entend ici ou là que finalement ce serait une guerre entre deux États belligérants. Non. Vous pensez à qui quand vous dites c'est une guerre menée par Vladimir Poutine contre un peuple qui ne l'a jamais provoqué, qui aspire simplement à vivre libre dans un pays libre. Quand vous dites ici et là, vous faites référence à qui? Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui revendique un certain pacifisme hier, lors de son meeting. J'ai entendu le discours de Jean-Luc Mélenchon, y compris maintenant il se prend pour Jean Jaurès. Mais Jean Jaurès, il doit hurler dans sa tombe. Il doit hurler dans sa tombe d'être associé à quelqu'un qui a toujours considéré que finalement l'Ukraine devait disparaître au profit de la Russie. Vous imaginez Jean Jaurès défendre les bombardements des populations civiles en Syrie? Vous imaginez Jean Jaurès défendre l'assassinat des opposants politiques en Russie? Vous imaginez Jean Jaurès défendre des crimes de guerre?
et faire un immense écran de fumée en disant paix, quand il s'agit d'abord de refuser des sanctions massives contre Vladimir Poutine, quand il s'agit de refuser d'armer la résistance ukrainienne. Mais heureusement que les Anglais et les Américains ont armé la résistance française. Et moi, je regrette que le Front populaire n'ait pas armé les républicains pendant la guerre d'Espagne. Donc, tous ces grands discours sur la paix, et en citant le grand Jaurès... En citant le grand Jaurès pour masquer ses complaisances et pour masquer sa capitulation face à une dictature, celle de Vladimir Poutine. Complaisance avec qui? De Jean-Luc Mélenchon avec vis-à-vis de Vladimir Poutine? Mais écoutez, quand Jean-Luc Mélenchon disait Vladimir Poutine a réglé le problème syrien en bombardant les populations civiles, quand en 2014, avec l'annexion de la Crimée, il disait mais c'est normal que la Crimée revienne à la Russie et vous allez voir cet État qui n'est pas un État s'effondrer de lui-même. Quand il y avait eu un opposant empoisonné de Vladimir Poutine et qu'il a accusé le complot, quasiment le complot américain. Écoutez, à un moment donné, il faut être un peu sérieux. Il ne s'agit pas de faire des discours grandiloquents pour masquer encore une fois l'abandon des Ukrainiens à la Russie, l'abandon de toute valeur en matière de défense de la liberté et de la démocratie. Ce que veut aussi par là Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il dénonce une Europe belligérante. Il dit attention si. Mais elle est où l'Europe belligérante? Mais de quelle Europe belligérante on parle? Si on fournit en fait des armes également sur place, on risque en fait donc des femmes et des hommes défendent leur liberté, ils défendent leur maison, ils défendent la démocratie. Et d'un seul coup, ça devient des belligérants au même titre que Vladimir Poutine qui fait des crimes de guerre. Mais on est où là? Je veux dire, cette comparaison avec la guerre 14, elle est profondément indécente en fait. Yannick Jadot. Et se projeter sur Jean Jaurès, là aussi, franchement, je le dis, il doit hurler dans sa tombe. Ouais, ce que vous avez dit à l'instant, Yannick Jadot. Si Vladimir Poutine continue d'avancer, est-ce que nous devrons engager des forces cette fois-ci, par exemple une aide aérienne? C'est très compliqué, cette histoire je comprends parfaitement l'appel du président Zelensky à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une no-flying zone, c'est-à-dire qu'en fait on empêche on bloque l'aérien, on bloque l'espace aérien pour éviter que Vladimir Poutine de continuer à bombarder avec ses avions. La difficulté, c'est qu'à partir du moment où on fait ça, c'est l'OTAN qui entre en guerre contre la Russie. Et là, on a des puissances nucléaires face à une puissance nucléaire. Et on a vu l'irresponsabilité totale de Vladimir Poutine, menaçant de dissuasion nucléaire, instrumentalisant les centrales nucléaires, avec le risque, bombardant une centrale nucléaire. Il a dit hier à Emmanuel Macron qu'il n'était pas question de toucher aux centrales nucléaires. Vous ne le croyez pas, ça fait des mois qu'il dit aux uns et aux autres que vous inquiétez pas, il n'y aura pas la guerre, vous inquiétez pas, il n'y aura pas des crimes de guerre, vous inquiétez pas, je n'ai jamais ciblé des populations civiles. Écoutez, ça fait 20 ans. Fait 20 ans qu'il cible les populations civiles en Tchétchénie, à Grozny, à Alep, en Syrie, maintenant en Ukraine. Donc, je pense que, y compris toutes les complaisances historiques à l'extrême droite et dans le reste de notre paysage politique. Et puis, franchement, regardez, en 2018. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine signent à Saint-Pétersbourg un accord économique. Il y a deux accords qui sont mis en valeur, y compris médiatiquement. La présence de Total sur le gaz russe et la présence d'Orpea, le scandale des EHPAD privés. Vous trouvez normal, enfin moi je trouve totalement indécent et inacceptable que Total, à la différence de la plupart des grandes majors du pétrole, reste en Russie et participe à l'enrichissement de Poutine, ce qui est au fond son butin pour financer ses guerres. Donc moi je demande au président de la République d'imposer à Total le retrait de la Russie, parce qu'aujourd'hui on peut pas être complice de Vladimir Poutine. Oui, mais si on fait ça, est-ce qu'on va pas fermer certains robinets sur l'énergie, avec les risques qu'il peut y avoir en fait derrière? Écoutez, tous les experts nous disent que on peut tenir jusqu'à l'hiver prochain en matière de gaz.
Et donc, à un moment donné, si Vladimir Poutine continue, y compris ses crimes de guerre, comme je l'ai dit, il faut envisager la question de l'embargo. Ouais. Alors, il faut l'envisager en la préparant. Ouais. Évidemment, en protégeant tous les secteurs économiques qui pourraient toucher, les consommateurs qui pourraient toucher. Mais vous savez que depuis des semaines et des mois, je demande la suspension de la directive européenne qui fait que notre prix de l'électricité, y compris en France, est indexé sur le prix du gaz. Ouais. Il faut suspendre cette aberration. Donc, pour nous protéger... Là où ça va être difficile, Yannick Jadot, c'est évidemment d'avoir une entente également européenne. Bien sûr, vous savez que l'Allemagne est beaucoup plus dépendante. C'est pour ça qu'il faut préparer cette mesure, y compris en termes de solidarité au sein de l'Union européenne. Et puis, alors c'est plus difficile en quelques semaines, évidemment, mais ça fait tellement des années qu'on le demande. Investir massivement sur l'isolation des logements. Vous savez, depuis des années, nous les écologistes, et on a convaincu l'ensemble du Parlement européen et la Commission européenne d'avoir, peu importe les chiffres, mais 40% d'efficacité énergétique d'ici 2030. Et ben en ayant cet objectif reconnu possible par tous les experts, on réduit de moitié notre consommation de gaz, de 2/3 nos importations de gaz. Donc au fond, ces dépendances vis-à-vis des énergies fossiles, on le voit aujourd'hui, elles tuent la démocratie, elles tuent le climat. Donc il est temps aussi de se donner les moyens de sortir de ces complaisances et de ces dépendances. Oui, il faut mettre ça à l'ordre du jour, par exemple, du sommet qui va avoir lieu avec les chefs d'État européens en fin de semaine à Versailles. Il faut qu'il y ait un plan massif d'investissement en Europe sur notre souveraineté énergétique. Oui, mais surtout l'embargo que vous évoquiez tout à l'heure, l'embargo énergétique, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Mais c'est, vous savez, il y a un peu moins d'1 milliard d'euros par jour qui rentrent dans les caisses de Poutine du fait de ses exportations de gaz. Donc à un moment donné, si on veut qu'il arrête sa guerre, si on veut qu'il arrête de bombarder les populations civiles, si on sait qu'il a d'autres objectifs en Europe que l'Ukraine, si on veut la paix, la sécurité, il faut s'y préparer. Mais c'est justement en s'y préparant qu'on évitera les dommages collatéraux pour les secteurs économiques et pour les Français. Oui, puisque vous avez évoqué tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, encore une question, une référence à ça, avant de voir aussi toutes les conséquences, et notamment les décisions qu'il faudrait prendre, et l'écologie dans le débat présidentiel. Sandrine Rousseau, que vous avez exclue de votre équipe de campagne, estime que l'écologie que vous proposez, contrairement à celle de Jean-Luc Mélenchon, n'est pas assez radicale. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, j'ai pas à lui répondre. Vous voyez la situation politique dans laquelle on est, vous voyez la situation de guerre sur le sol européen. On a eu le rapport du GIEC qui montre à la fois le chaos climatique qui nous pend au nez si nous n'agissons pas. Donc voilà, on a pris des décisions parce qu'à un moment donné, dans une campagne électorale, c'est le sens du collectif qui doit prévaloir. Elle a choisi autre chose, elle a choisi de garder sa liberté de parole, y compris parfois de manière orthogonale à la campagne. Et donc on compare à un groupe du Ku Klux Klan. Pas assez de femmes et de diversité. D'accord, elle s'en est expliqué ce matin en disant que ça portait pas sur Europe Écologie Les Verts. Mais moi, j'ai pas commenté les propos de Sandrine Rousseau dans les contextes politiques aujourd'hui et au regard de sa situation dans la campagne. Oui. Est-ce qu'il va y avoir justement une campagne audible aujourd'hui? Les sujets de fond, on a beaucoup de difficultés à en parler parce qu'il y a cette guerre. Il faut qu'on ait un débat de fond. On a eu les Gilets jaunes. Qui montrait à quel point il y avait des inégalités insupportables dans notre pays, qui montrait aussi la désertification des services publics dans toute une partie de nos territoires, la perte d'entreprises, d'emplois, et donc de sens collectif. Il y a eu la pandémie, dans laquelle on est toujours, mais qui, faut l'espérer, continue à décliner, qui nous a dit à quel point l'hôpital public était au bord du gouffre, à quel point notre société était fragile, y compris économiquement. Cette mondialisation qu'on dénonce depuis tant d'années, on a vu à quel point elle pouvait nous mettre en situation très lourde de vulnérabilité. Maintenant, il y a la guerre, on a le chaos climatique. Donc, tous ces sujets-là conduisent évidemment les Françaises et les Français dans beaucoup d'inquiétudes, dans beaucoup de lassitude, dans beaucoup de colère. Et il faut qu'on ait un débat démocratique pour confronter les projets de société, pour que toutes ces colères
toutes ces inquiétudes, elles puissent trouver un débouché politique. Oui, mais Emmanuel Macron, s'il n'y a pas qui de est débouché président en exercice et président de l'Union européenne également, finalement s'occupe de la guerre. Et est-ce qu'il, même si aujourd'hui il se déplace, son premier déplacement de campagne à Poissy, est-ce qu'il va aborder toutes ces questions face à vous, quoi? Il faut qu'on puisse aborder ces questions. Il prendrait une responsabilité extrêmement lourde pour la démocratie dans notre pays, pour le rassemblement nécessaire, pour l'apaisement nécessaire de notre société, si il voulait se cacher dans cette campagne électorale. Vous savez, les écologistes, depuis des mois et des mois, on a critiqué le fait que le président de la République mette la présidence de l'Union européenne pendant la campagne électorale. Parce que, de fait, ça réduisait la capacité de la France à porter l'Union européenne sur d'autres projets. Et on voit bien à combien on a besoin de l'Union européenne. D'ailleurs, vous voyez, même l'Union européenne, au regard de la situation d'aujourd'hui, ça va être un beau débat dans la campagne présidentielle entre l'extrême droite et d'autres candidats qui veulent au fond faire de l'Union européenne peau de chagrin. Est-ce qu'on va collectivement arriver à faire face à Poutine, à la Chine, à la puissance économique des États-Unis, aux GAFAM? Bien sûr qu'on a besoin de l'Union européenne transformée, mais incontestablement on a besoin d'une France forte dans une Union européenne puissante. Donc tous ces sujets-là, il faut que ça vienne sur la table, parce que sinon, vous vous rendez compte, s'il n'y a pas de campagne électorale, il va y avoir une campagne ou pas? Mais il faut qu'il y ait une campagne. Nous, on est en campagne depuis des mois. Et quand vous êtes sur le terrain, il y a évidemment la guerre en Ukraine qui fout la trouille à tout le monde. Mais il y a aussi le pouvoir d'achat, il y a aussi le logement, il y a aussi les déplacements, il y a aussi la santé, il y a aussi la perte de biodiversité, il y a aussi l'agriculture. J'étais au salon de l'agriculture, évidemment, la semaine dernière. Tout à l'heure, bien sûr, avec des agriculteurs qui vont nous appeler. Tous ces sujets-là sont importants. Et on voit bien qu'on a des choix de société à faire par rapport à tout ça, si on n'arrive pas à débattre politiquement de notre société aujourd'hui, je crains vraiment pour la démocratie dans notre pays pour les 5 prochaines années. Manifestations de soutien aux Ukrainiens ont eu lieu un peu partout en France et en Europe ce week-end, mais également en Russie, c'est à noter, parce que la journée d'hier a été marquée par des manifestations. Manifestations contre la guerre en Ukraine, en l'occurrence. Les manifestants s'étaient donné rendez-vous dans l'après-midi dans plus d'une cinquantaine de villes russes. Les autorités les avaient prévenus. Cessaient volontairement de participer à ce rassemblement non autorisé. Mais les chants ont continué au nom de Poutine enfoiré ou encore de non à la guerre. Résultat, une répression comme jamais depuis le début de la guerre en Ukraine, avec des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment cet anonyme qui continue de chanter l'hymne ukrainien alors qu'il est embarqué par des policiers russes. Autre vidéo qui fait le tour depuis hier des réseaux sociaux, c'est un montage cette fois-ci réalisé à partir de plusieurs interpellations musclées qui auraient eu lieu hier après-midi. Le son suffit, c'est glaçant à entendre, vous l'entendez. Le chiffre des interpellations l'est tout autant. Plus de 4000 personnes ont été arrêtées hier au cours de ces manifestations. Oui, Yannick Jadot, est-ce que ça peut venir aussi de l'intérieur de la Russie, en fait, ce frein à Vladimir Poutine? Déjà, dire le courage de ces femmes et de ces hommes qui se mettent sur la place rouge ou dans la plupart des villes en Russie pour critiquer Vladimir Poutine. Et on sait que dans ce pays, on critique Vladimir Poutine, on finit en prison. C'est assez héroïque, évidemment. Alors on sait que, et c'est l'une des raisons des sanctions ciblées sur les milliardaires, parce que c'est un régime très corrompu. Donc on sait que depuis des années, il y a un accord finalement entre Vladimir Poutine et ses velléités impérialistes et son oligarchie corrompue qui dit nous on rentre les milliards, tout va bien. Donc en allant chercher dans chaque paradis fiscal les milliardaires russes, c'est aussi une façon de fragiliser Vladimir Poutine qui, on le voit bien dans ses, y compris dans ses conférences de presse. Ces conférences de presse ne sont pas en direct. Donc lui-même craint au fond son entourage comme tout dictateur. Oui, il est isolé, dit-on, mais bon, on a du mal à avoir des informations précises. Ça fait 20 ans qu'il est là, ça fait 20 ans qu'il a assis son pouvoir sur la brutalité, sur la violence, sur l'empoisonnement de ses opposants. Donc il faut pas fantasmer la fébrilité ou la fragilité du pouvoir poutinien. Oui, c'est vrai. On en parlera d'ailleurs aussi, je tiens à le signaler tout à l'heure, à 9h30 avec Michel Alliot-Marie, qui sera notre invité, qui sort en fait un livre et qui a connu aussi Vladimir Poutine, puisqu'elle a été aussi ministre notamment de la Défense. On
continue de lire les journaux avec vous, Benjamin. La situation en Ukraine, encore très présente à la une des journaux. Hein, oui, forcément. Et la guerre et ses victimes anonymes, en l'occurrence les martyrs, le martyr des civils, titre Libération, un mot que l'on retrouve également à la une du Parisien aujourd'hui en France. Mariupol, ville martyre, le quotidien qui s'est donc intéressé à cette ville du sud-est de l'Ukraine, proche de la Crimée, une ville assiégée depuis 5 jours par les forces russes et en proie à des scènes dévastatrices de souffrances humaines, alerte la Croix-Rouge. Les deux camps s'accusent mutuellement de cette situation dramatique pour les civils. À moins qu'il y ait un cessez-le-feu, les gens ne pourront pas sortir. C'est ce qu'a rappelé en tout cas Oleski Kouleba, le commandant militaire de la ville d'Irpin. Oui, et des civils qu'il faut donc aider, ce que l'on disait d'ailleurs ce matin avec l'un de nos invités là, à 7h25, qu'il faut aider sur le terrain et pas de façon désordonnée non plus. Hein. Bah oui, c'est la question, comment les aider. C'est notamment la une du Populaire du Centre avec une édition spéciale, 7 pages consacrées aux initiatives prises pour soutenir ces Ukrainiens. Alors comment les aider? Bien pourquoi pas en envoyant des convois humanitaires sur place. C'est d'ailleurs l'une des idées mises en avant par Midi Libre aujourd'hui. Prêt à repartir, titre le journal. Les 7 camions partis de Millau vendredi sont bien arrivés en Ukraine hier. Une épopée solidaire et humaine. Midi Libre a donc suivi ce convoi humanitaire de l'Aveyron jusqu'à l'Ukraine. Oui, à bientôt un mois du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron qui a désormais officiellement la double casquette de président et de candidat pour sa réélection potentielle. Oui, face aux critiques, en tout cas, Macron assume son bilan. C'est à la une du Figaro. En meeting ce week-end, ses principaux rivaux ont ciblé le bilan de son quinquennat, mais donc le chef de l'État tient à montrer qu'il a été fidèle à la promesse de réformer la France. Alors est-ce vraiment le cas? Eh bien, en croire le Figaro, c'est plutôt vrai. Le journal qui explique avoir réalisé une analyse détaillée de son bilan, je cite, avec un taux d'accomplissement estimé à 80%, un chiffre qui peut paraître comme satisfaisant, mais avec de réelles insuffisances néanmoins, comme sur la sécurité, sur l'immigration, indique encore le Figaro, qui pointe les réussites, mais aussi les échecs donc de ces 5 années de présidence, l'emploi, la retraite, la réforme des institutions, l'éducation ou même l'environnement. Oui, il faut une campagne, comme le disait Yannick Jadot tout à l'heure, pour parler des sujets de fond, parce que sinon, il y aura une réélection. D'ailleurs, qui peut battre en fait aujourd'hui Emmanuel Macron, Yannick Jadot? La candidature écologiste. Oui. Parce que si vous voulez, c'est le combat que nous menons. On voit bien à quel point, y compris cette guerre, remet la question de la souveraineté énergétique. On voit que dans cette guerre, au fond, seules les énergies renouvelables sont des énergies de sécurité et de paix. Cette guerre pose aussi la question de la souveraineté alimentaire que nous défendons depuis tant d'années. La pandémie a remis la question des services publics et donc y compris d'une nouvelle économie très innovante qui fait face aux grands défis. Donc évidemment, et ça, ce n'est pas avec Emmanuel Macron, ou les autres candidats. Écoutez, il a été condamné 2 fois pour inaction climatique par les tribunaux français. La France est le seul pays européen qui n'a pas respecté ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Glyphosate, néonicotinoïdes, il est revenu sur toutes les promesses qu'il avait faites en matière écologique. Donc le statu quo avec Emmanuel Macron, aussi de ce point de vue-là, c'est le chaos. Oui, dans les journaux également, la campagne qui voit un nouveau ralliement, celui de Marion Maréchal à Éric Zemmour. Ça s'est passé hier du côté de Toulon. Nous sommes avec Denis Caro, un directeur des rédactions du groupe Nice Matin, Var Matin. Bonjour Denis. Bonjour. C'était un gros meeting qui d'ailleurs, je le signale au passage, n'était pas retransmis sur les chaînes d'information parce que elles ont épuisé leur temps de parole, si je puis dire, déjà pour Éric Zemmour. Donc vous y revenez ce matin. Oui. On va plus l'entendre de la campagne si on compte son temps de parole sur les derniers mois. On remet les comptes à zéro. Voilà, c'est ça. Denis Caro. Oui. Oui, effectivement, assez curieux de voir les images du meeting d'Éric Zemmour à Toulon sans le son. Mais effectivement, vous venez de le dire, il a épuisé son temps de parole, donc ce n'était pas possible. Nous, on a bien évidemment suivi ce meeting qui était un gros rendez-vous. Et on voit que Éric Zemmour, qui vient souvent ici, il était à Nice il y a moins d'un mois, il avait lancé sa pré-campagne avec la présentation de son livre justement à Toulon puis à Nice, et là c'est pour lui ce meeting au Zénith de Toulon un moment très fort avec le ralliement très médiatisé, très annoncé très en amont de Marion Maréchal, qui constitue clairement un vrai atout pour lui, et on sait que dans notre région particulièrement, Marion Maréchal à la cote, c'est elle qui s'était présentée au régional en 2015.
et qui avait affronté Christian Estrosi et qui n'était pas passé loin de remporter la région. Oui, merci Denis Caro, c'est à dire dans Nice Matin, Var Matin. Un mot de commentaire sur les ralliements, puisqu'on est en pleine période de ralliement. Il y a celui-ci de Marion Maréchal à Éric Zemmour. Vous pensez que ça peut lui rebooster sa campagne ? Je sais pas, c'est toujours très compliqué les ralliements parce qu'on en parle beaucoup, mais derrière l'autre phase du ralliement, c'est toujours une trahison. Je pense que les Françaises et les Français, ils sanctionnent aussi les trahisons. En plus là, on est sur fond de conflit familial. Je suis pas bien sûr que ça soit à la hauteur de la situation, mais très clairement, ce qui se prépare derrière sont les législatives avec Marion Maréchal. Donc c'est l'alliance de l'extrême droite et de la droite dure. On verra comment Ciotti et d'autres résistent aux sirènes de cette alliance-là. Oui, et vous, dans le camp de gauche, Christiane Taubira, donc qui a gagné la primaire populaire, qui arrête finalement, et la fameuse primaire populaire, alors que vous êtes arrivé en seconde position, qui appelle, pas voter pour vous, mais plutôt à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, c'est un running gag, cette primaire populaire. Bon, c'est sûr que pendant des semaines, on devait d'abord répondre à ça plutôt que aux conséquences du rapport du GIEC sur le climat. Donc, ils ont participé quand même pas mal à parasiter, mais il y a eu 450 000 personnes qui, sincèrement, on se disait, il faut une candidature qui, elle était revendiquée comme ça, porte l'écologie et la justice sociale. Et donc, le vote a lieu. C'est Christiane Taubira qui gagne. La primaire populaire ne se mobilise absolument pas pour celle qui avait gagné. Et maintenant, moi, vous savez que je ne souhaitais pas participer à la primaire populaire, mais vous avez inscrit de force. Bah oui. Voilà, je finis de dire. Et maintenant, à 30 contre 450 000. Ils rejoignent un autre candidat. Écoutez, à un moment donné, je pense que à la fin de cette campagne et probablement après, on comprendra à quel maître certains organisateurs de cette primaire populaire ont obéi dans toute cette campagne. Il est 8h48, grand format ce matin avec notre invité Yannick Jadot est avec nous, 0826 300 300. Et vous vouliez poser des questions au standard et c'est Jean-Marc qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Jadot. Écoutez, d'abord pour répondre à la question, est-ce que l'écologie c'est important? Oui, c'est important. Et je regrette franchement que vous soyez entouré de gens qui sont des ayatollahs verts. Et si votre campagne malheureusement n'imprime pas, c'est parce que autour de vous, vous avez malheureusement des gens qui tirent à boulet rouge sur l'écologie et qui ne font pas imprimer votre discours. Ça c'est déjà la première chose. Maintenant, pour vous poser une question, c'est très factuel et très simple. Vous parlez du SMIC à 1 400 €. Je vais vous prendre un exemple qui est le service prestataire avec une grille salariale nationale. Entre le coefficient 120 et le coefficient 200, nous sommes entre 1 200 € et 1 679 €. Donc ça veut dire que tous ces salaires vont être en dessous des 1 400 €. Comment vous allez pouvoir obliger les employeurs privés à augmenter les salaires au-delà du SMIC de 1 400 €? Question donc de Jean-Marc et réponse de Yannick Jadot qui vous a entendu. Déjà peut-être sur les Khmer verts au sein de votre... Alors c'était Ayatollah. Ayatollah, vous rajoutez Khmer vert. Je vous rappelle que on parle de dictateur ou de génocide quand il s'agit des Khmers rouges et que je trouve que la comparaison n'est pas appropriée. Non, mais on est des démocrates. On combat pour les libertés partout. Vous le savez. Nous, on n'a jamais choisi entre ceux qui sont pro-américains, ceux qui sont anti-américains, y compris dans les dictatures. On a toujours combattu pour les libertés et la dictature. Alors, on peut faire des critiques, évidemment, et c'est le sens de la démocratie sur un projet, sur des personnes. Mais attention aux caricatures qui sont pas appropriées. Alors, comment obliger les employeurs d'augmenter les... écoutez, sur le SMIC, c'est l'État qui décide. Le niveau du SMIC, c'est l'État. Il vous a pas échappé que, y compris, on rentre en période d'inflation. Que les Françaises et les Français ont de lourds problèmes de pouvoir d'achat.
sur leur logement, sur leurs déplacements, sur le chauffage, l'électricité, sur l'alimentation, et que il est temps qu'il y ait un rattrapage du SMIC dans notre pays pour que chacun puisse vivre dignement. Oui, et c'est ceux qui sont juste au-dessus qui posent. Et c'est pour ça, vous avez parfaitement raison. Dans mon analyse, moi je travaille pas simplement sur le SMIC, y compris sur les bas salaires. Parce que quand on est sur le terrain, vous rencontrez des personnes qui ont passé 12 ans, 15 ans dans la même entreprise, en CDI. Donc ils ont été 15 ans, 12 ans dans la même entreprise. Ils sont toujours au SMIC. Ou quelques euros au-dessus du SMIC. Alors que le SMIC, au départ, c'est le salaire d'entrée dans un métier, quand vous êtes peu formé. Mais au bout de 12-15 ans, forcément, vous avez acquis des compétences, vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis pour participer à l'intelligence collective de la boîte. Et c'est très humiliant pour beaucoup de salariés de rester au SMIC et de ne pas pouvoir offrir le minimum aux enfants, une sortie au cinéma, tout ça après 15 ans dans la même boîte. Donc il va falloir aussi agir, vous l'avez raison, sur les bas salaires. On a parlé, vous savez, des 5 millions de salariés de ce qu'on appelait les deuxièmes lignes. Les caissières, les chauffeurs-livreurs, les aides à domicile, les métiers de l'agroalimentaire sont souvent des métiers très mal payés, avec parfois des contrats très précaires et la santé au travail très abîmée. Eh bien oui, il va falloir que dans ces filières-là, il y ait une négociation pour améliorer les conditions de travail, améliorer les salaires. On ne peut pas, après les avoir applaudis, que ce soit les personnels de santé, comme toutes celles et tous ceux qui ont travaillé même pendant le confinement, on ne peut pas les avoir applaudis et les renvoyer à la gratitude sociale quand la pandémie s'arrête. Question d'Arlette Chabot. Arlette, oui. Oui. Et vous, de nouveau, au 0826 300 300 dans un instant. Si on revient à la campagne, Emmanuel Macron, président, candidat, c'est compliqué pour lui. C'est aussi compliqué pour vous. Vous êtes soumis, parce qu'il y a la guerre, une forme d'obligation d'unité nationale, en tout cas de ne pas gêner l'action diplomatique du président de la République. En même temps, il faut attaquer le candidat et vous souhaitez un débat démocratique et tout le monde le souhaite. Comment vous allez ajuster le tir ? Il est candidat maintenant et vous avez raison de souligner que j'ai porté dès le début la nécessité d'unité nationale. Il faudra que, y compris dans la campagne, tout le monde puisse juger de la relation des candidates et des candidats à la démocratie, les complaisances qu'il y a pu y avoir vis-à-vis des dictatures ou de Vladimir Poutine et des intérêts qu'il porte. Mais aujourd'hui, si nous voulons peser face à Vladimir Poutine, c'est à l'échelle, c'est l'unité nationale, c'est l'unité européenne qui permet d'imposer un rapport de force. Et je l'avais dit quand le président de la République se rendait seul rencontrer Vladimir Poutine, y compris en tant que président de l'Union européenne. Vous vous rendez compte, il y a eu le ballet des dirigeants européens à Moscou. Quelle est l'impression qu'a eu Vladimir Poutine? C'est qu'une fois de plus, l'Europe était divisée. Une fois de plus, elle ne pouvait pas parler d'une seule voix et qu'une fois de plus, elle n'allait pas réagir à son plan d'invasion et de brutalité. Donc, il faut être ensemble. Moi, j'avais dit dès le début, le président de la République doit convoquer un sommet européen à Kiev pour affirmer la solidarité et la fermeté de l'Union européenne. Maintenant, à l'échelle européenne, je trouve que l'Union européenne a montré sa capacité à peser, incontestablement. En quelques jours, on a fait des choses qu'on n'avait jamais faites. Et c'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne, pour sa capacité à peser, y compris dans son voisinage, à de nouveau quand même mettre au cœur de son projet politique l'essentiel, la paix, la sécurité, la démocratie, la fin des dépendances aux énergies fossiles, la souveraineté alimentaire, l'emploi. Mais ici, comment on fait, Yannick Jadot, pour préserver l'unité nationale, tout en faisant campagne, en dénonçant le bilan d'Emmanuel Macron tous les jours? Parce qu'il va y avoir à la fois la gestion de cette guerre, et ça n'empêche pas de pouvoir dire que le président de la République a abandonné les jeunes pendant cette crise. Ça n'empêche pas de dire que toutes les réformes qu'il voulait faire, y compris, je pense qu'il avait été élu pour ça, pour cette mobilité, la réforme des institutions, la proportionnelle à l'Assemblée, une nouvelle mobilité sociale. On a vu qu'en fait, les plus riches se sont enrichis, les plus pauvres se sont appauvris. Donc, il est légitime que dans ce moment-là, y compris qui est un grand moment de lassitude, d'inquiétude, de colère des Françaises et des Français, il va falloir qu'on purge ces colères. Il va falloir qu'elles s'expriment à travers des projets de société. 5 petites semaines. Sinon, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ça va être puissance 10. C'est-à-dire qu'il y aura des colères partout. À chaque réforme, on ne pourra plus toucher à notre pays si on n'arrive pas à se projeter sur les 5 ans qui viennent, y compris
positivement. Question de Cécile. Justement, il y a une radicalisation des discours politiques, des opinions. Sandrine Rousseau était radicale et brutale dans son écologie. Vous étiez plus pragmatique. Mais comment ne pas céder justement à l'escalade des propos pour se faire entendre ? Quand je vais sur le terrain, et ça fait des mois et des mois qu'on est en campagne, l'attente des Françaises et des Français, c'est pas le buzz à la télé. Ça veut pas dire qu'ils ne regardent pas le buzz à la télé, mais c'est un spectacle. Ils attendent des réponses concrètes et ils attendent de l'apaisement. Et moi, j'ai toujours dit que dans cette campagne, c'est vrai que la radicalité, c'était de diviser. La radicalité, c'est de trouver des boucs émissaires. La radicalité, c'est d'insulter, l'invective plutôt que le respect de l'interlocuteur. Encore une fois, l'insulte plutôt que la proposition. Mais moi, ma radicalité, c'est de vouloir rassembler les Français, en fait. Et je trouve que c'est assez étonnant, puisqu'au fond, la division et la banalité, la volonté de les rassembler. Et quel plus beau projet pour rassembler les Français que la santé, la protection de la vie, le fait qu'on n'ait pas le chaos climatique qui va déstabiliser toutes nos sociétés, le fait qu'il y ait un peu plus de justice sociale et de démocratie dans notre pays. C'est un beau projet pour se retrousser les manches et serrer les coudes. Juste un petit point, la radicalité et finalement la brutalité de Vladimir Poutine ne va pas avoir une influence justement sur la radicalité en France où on va avoir besoin d'apaisement ? Mais il faudrait que ça serve de leçon, vous avez raison. Il faudrait qu'on s'aperçoive jusqu'où peut aller la violence en politique, ça va jusqu'à des crimes de guerre, et que tout le monde retrouve le sens des réalités. Notre pays connaît des difficultés sérieuses, mais c'est un grand pays. Mais c'est un pays où on vit en démocratie. Tout n'est pas parfait, mais on vit en démocratie. C'est un pays qui a aussi un modèle social qu'il faut renforcer, mais on a aussi la protection sociale. Et c'est un pays qui a tous les moyens, toutes les ressources, toutes les forces vives pour, au fond, que notre pays retrouve sa place dans l'histoire, en Europe et dans le monde, autour d'une... Vous savez, une présidentielle, c'est aussi écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. C'est pas simplement revisiter les pages précédentes, c'est pas réécrire le passé, c'est écrire une nouvelle page qui est notre avenir. Et ben ça doit être ça aussi. Une nouvelle page qui s'écrit aussi en ce moment avec toute l'actualité, bien sûr. Philippe est avec nous d'Angers. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, Philippe, vous êtes agriculteur. Vous posez votre question dans un instant. On marque une toute petite. 9h05, le grand format de Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts et candidat à l'élection présidentielle. Et vos appels 0826 300 300. Et c'est Philippe qui est au standard. Oui. Bonjour Philippe. Avant de retrouver aussi les éditorialistes et Eric Bien Revel sûr. qui sera avec nous dans un instant. Philippe, alors d'Angers. Donc, je le disais, ce matin, vous étiez avec nous, agriculteur bio. Et vous aviez une question directe à poser à Yannick Jadot, qui vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Jadot. Donc, moi je suis président d'une association, le SAMU Social Agricole. J'ai pris rendez-vous avec Benoît Biteau, que je connais très très bien, Benoît. On rencontre tous les candidats à la présidentielle et j'ai entendu tout à l'heure Madame Arlette Chabot qui disait, on parlait du bilan de Monsieur Macron. Ouais. Alors, en termes agricoles, les éleveurs sont ceux qui souffrent le plus. Monsieur Macron s'est cassé les dents avec la loi Egalim 2, 3. Vous pouvez faire la 3, la 4, la 5, la 6, ça ne changera rien. Tous les chefs d'État se sont cassés les dents en agriculture pour une raison simple, et c'est le message que je veux vous faire passer ce matin. Les agriculteurs ne vendent pas à Michel-Édouard Leclerc pour l'immense majorité. On est totalement intégré par l'agroalimentaire qui est en cogestion avec le syndicat FNSEA. C'est-à-dire que les présidents de coopératives et d'agroalimentaire sont en même temps les présidents du syndicat. Et tant qu'un chef d'État ne prendra pas une loi pour encadrer la distribution, mais surtout la transformation, nous, on a un acteur face à nous, Bigard pour la viande bovine, LDC pour les volailles, Lactalis et une coopérative pour le lait. C'est une situation d'oligopole. Et là, vous passez à côté du sujet si vous n'encadrez pas l'agroalimentaire qui est géré par le syndicat. Ouais. Alors, réponse de Yannick Jadot sur cette expert de la distribution. Un expert de ces sujets. Et effectivement, monsieur a raison, Philippe a raison sur le fait que la loi Egalim ne résout absolument pas les prix de vente à la grande distribution. La logique voudrait que, au fond, il y ait les coûts de production et il y ait 10-15% de marge pour les paysans pour qu'ils vivent décemment. Première chose, ça devrait être dans la loi. On a encore des paysans qui vendent quasiment en dessous du coût de production, en réalité. Alors que ça devrait être interdit par la loi. Deuxièmement, les coûts de production, c'est aussi le type de ferme qu'on a.
Aujourd'hui, on le voit bien, les coûts de production sont en train d'exploser parce que engrais azoté, un gros contributeur au dérèglement climatique, parce que explosion des prix des tourteaux de soja qui participent au dérèglement climatique avec la destruction de l'Amazonie, notamment au Brésil, avec des producteurs qu'on force à vendre en Chine, en Russie, en voulant être compétitifs avec les Brésiliens ou d'autres. Tout ça est aberrant. Les Françaises et les Français, ils veulent des paysannes et des paysans plus nombreux sur nos territoires. Oui, parce qu'on se dirige vers 300 000. Hein. Il y a 30 fermes, il y a 27 fermes qui disparaissent tous les jours. 27 fermes qui disparaissent tous les jours. Près d'un suicide de paysans par jour. 40% des paysans qui ont moins de 350 € par mois pour vivre. Et l'effondrement de la biodiversité, et la malbouffe et tout ça. On a 13 milliards qu'on met tous les ans sur l'agriculture française. 13 milliards d'euros d'argent public. Et bien avec ça, on peut accompagner les paysans dans ce grand contrat pour qu'on commence dans les cantines, à l'école, à l'hôpital, dans les EHPAD, qu'on mange bio, qu'on mange bon et savoureux et qu'on organise ces transitions-là avec le monde agricole, franchement, pour qu'on construise cette souveraineté alimentaire. Et à ce moment-là, on créera, pour répondre à Philippe, un tout autre rapport de force avec quelques géants de l'agroalimentaire qui effectivement imposent aux paysans un modèle dans lequel ils ne maîtrisent même plus leur ferme. Oui. Éric Revel, question avec vous. Éric ? Je vous écoute depuis ce matin avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Bon, je vais faire un constat qui va pas vous plaire, mais quand je vous écoute et que je vous regarde, j'ai l'impression que vous y croyez de moins en moins à cette campagne électorale. Alors, je vais vous dire, vous parlez de la fin du monde et les Français y sont sensibles, mais les Français, surtout en ce moment, ils ont besoin qu'on leur parle concrètement de la fin du mois. Or, vous l'avez dit, il faut augmenter le SMIC, il y a un problème de pouvoir d'achat. Vous avez même lié l'augmentation du SMIC, il me semble me souvenir, au niveau de l'inflation. Ça veut dire que très concrètement, Yannick Jadot, si la crise ukrainienne continue, est-ce qu'il faut augmenter davantage le SMIC que vous l'avez promis? Alors vous avez dit 1400 € tout à l'heure. Bon, j'avais vu jusqu'à 1500 €, mais peu importe. Est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table une mesure concrète de pouvoir d'achat qui serait en adéquation avec ce que vivent les Français en ce moment, c'est-à-dire des litres d'essence à plus de 2 €, des litres de gasoil, même s'il faut rouler propre. Très concrètement, il y a le programme que vous avez mis sur la table avant tout ça, et comment répondre aux problèmes de fin de mois des Français là maintenant. Alors, je peux vous dire qu'on croit, on est très impliqué dans cette campagne, on est très mobilisé parce que ce qui se joue en 2022, je l'ai dit, ça sera le choix entre différents modèles de société, dans quelle société on veut vivre pour soi, pour voir grandir ses enfants et ses petits-enfants, et que l'échéance de 2022 est dramatique à bien des horizons. Sur le pouvoir d'achat, merci de me poser la question. Dans mon projet, c'est immédiatement 400 € de chèque énergie sur les 6 millions de familles qui bénéficient déjà du chèque énergie, plus 100 € de chèque énergie pour les 15 millions de familles au-dessus, pour justement passer moins difficilement cette séquence de hausse des prix de l'énergie, que ce soit carburant ou l'énergie. Deuxièmement, je veux mettre en place dans les entreprises, aujourd'hui c'est optionnel, je veux le rendre obligatoire, les forfaits mobilité durable, pour que par exemple, si vous vous mettez en covoiturage, parce qu'il y a plein d'endroits où vous ne pouvez pas accéder à des transports collectifs, vous vous mettez en covoiturage, l'entreprise remboursera jusqu'à 1 000 € de carburant par an. 1 000 € de carburant, plus l'investissement dans la rénovation thermique des logements, c'est 600 à 700 € par mois, plus le chèque énergie, plus la TVA qui baisse sur les produits responsables, qui augmente sur les produits non responsables, plus, pour finaliser sur le SMIC, c'est 1 400 € net en arrivant et 1 500 € à la fin du quinquennat. Oui. Ça financé comment, monsieur Jadot? Comment vous financez? Mais il n'y a pas d'argent magique et que les caisses de l'État sont vides, comme vous le savez. Je finance quoi, comment? Par exemple, les chèques énergie. Mais vous savez, on a sur les 5 derniers mois, le gouvernement a dépensé 15 milliards d'euros sur la compensation des factures.
Quand je propose un chèque énergie de 400 € pour 6 millions de familles, c'est beaucoup plus efficace pour celles et ceux qui souffrent le plus et ça coûte 2,4 milliards. Les 15 milliards d'euros en quelques mois, c'est plus que ce gouvernement n'a mis sur l'isolation des logements dans tout le quinquennat. C'est plus que les gouvernements ont mis sur la production supplémentaire d'électricité par les énergies renouvelables parce qu'elles sont moins chères. Donc moi, j'assume que face au chaos climatique qui arrive, face à la société taraudée par les tensions, taraudée par les divisions, oui, il faut investir. Oui, je suis prêt à emprunter à des taux qui sont extrêmement faibles, proches de 0%, mais attention, à 50, à 60 ans. Franchement, là, on a besoin de sauver notre société dans les 5 ans qui viennent. Avant de rejoindre Abdelhak, dernière question avec vous. Vous chauffez comment, vous, d'ailleurs ? Moi, je loue un appartement, c'est du gaz. C'est du gaz, oui. Ouais. Et donc vous voyez les factures augmenter. Mais bien sûr, comme tous les Françaises et les Français. Et si justement on coupe, alors mais dans votre immeuble, on ne fait pas des travaux pour se séparer de cette chaudière, pour isoler, pour mettre des panneaux solaires. Mais non, mais c'est très concret. Vous avez raison. C'est extrêmement concret. Je suis malheureusement locataire, donc il ne me revient pas d'isoler le logement. C'est pour ça qu'y compris, on veut mettre en place progressivement au fil des années la rénovation thermique. De plus en plus obligatoire, et ce sera gratuit pour les 2 millions de familles qui souffrent le plus de précarité. Vous savez qu'en ce moment, aujourd'hui là, parce qu'il fait froid en plus dehors, vous avez 12 millions de familles, 12 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer convenablement. Et ces 12 millions de Français qui n'arrivent pas à se chauffer convenablement, si la canicule que prévoient les météorologues arrive cet été, ce sont des familles aussi qui vont vivre étouffées dans leur logement. Donc là, il y aura des aides, effectivement. Il y aura des aides, et pour les plus vulnérables, ce sera pris en charge, parce que c'est des enjeux de santé, c'est des enjeux de confort, c'est des enjeux, de solidarité. Panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, par exemple. Moi, je voyais les toits des gares, par exemple, des établissements publics. Ce qui est plat. Je ne comprends pas, évidemment, qu'il n'y ait aucune décision en fait de prise là-dessus. C'est là qu'il faut vous entendre. Mais c'est là qu'on veut, c'est là dans notre projet qu'on veut, sur tous les toits plats, imposer des panneaux photovoltaïques, les toits des parkings, les toits des. Mais c'est considérable quand on sillonne notre pays. Ce sont des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres carrés qu'on peut aménager avec une énergie qui est aujourd'hui très peu chère. Allez, dernière question avec Abdelhak qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonjour Abdelhak. Bonjour Abdelhak. Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Jadot. Bonjour Monsieur. Voilà, j'ai toujours voté à gauche. Je crois que mon premier vote, enfin je sais pas, je crois, j'en suis certain quand j'étais majeur, il était écologiste, vous voyez, donc voilà. Mais bon, je dois vous dire que je voterai pas écologiste à ce tour-là. Je suis assez sensible quand même à la gauche qui s'est beaucoup éparpillée, qui me fait même quasiment honte au vu de l'ego démesuré de beaucoup de candidats qui représentent la gauche ou gauche radicale. Et ma question, enfin, elle est toute simple, c'est plutôt que de faire passer vos idées en vous regroupant et même ne pas avoir 100% de vos idées, mais en avoir au moins 30%, parce que tous les Français sont écologistes. Donc, est-ce que vous sentirez pas ridicule et vous ressentirez pas votre part en fait de catastrophe le soir du 10 avril? C'est-à-dire, donc la question, c'est il faudrait se regrouper, c'est ça à gauche, quoi, non? Il faudrait, parce qu'ils ont décidé de ne pas se regrouper avec des égos démesurés. En fait, ils vont prendre une fessée toute prévue le soir du 10 avril. Est-ce qu'il va ressentir en lui un sentiment de honte? Vous savez, monsieur, alors Yannick Jadot vous répond. Vous savez, monsieur, je fais de la politique pour mes convictions. Ça fait 30 ans que je me bats pour l'écologie et la solidarité. Ça fait 30 ans que beaucoup de partis politiques, y compris à gauche, nous disent « mais vous inquiétez pas, on va la faire l'écologie ». Quand ils gouvernent, malheureusement, c'est pas ça. Là, il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a la justice sociale. Et puis, vous savez, monsieur, l'écologie, c'est aussi la démocratie. À gauche, vous avez des projets qui, au fond, visent à rendre l'Union européenne totalement, au fond, inefficace, réduite à la portion congrue. Et ben, je pense que pour affronter les grands défis qui sont devant nous, des défis de sécurité, de paix, des défis de lutte contre le dérèglement climatique, de reconstruction d'un modèle social puissant où chacune et chacun se sent
à l'aise, épanoui, accompli, eh bien, il nous faut l'Union européenne. Et puis, on est quand même, pardonnez-moi, on est en pleine guerre en Ukraine. Désolé, mais quand certains candidats, depuis des années, soutiennent l'asservissement de l'Ukraine à la Russie, soutiennent Poutine, y compris dans ses crimes de guerre répétés, pardonnez-moi, ça fait des sacrées différences. C'est pas qu'une question d'ego. Merci. Yannick Jadot a répondu à toutes vos questions. Enfin, il pouvait y en avoir d'autres. Je sais qu'il y en avait d'autres au 0826 300 300. Il reviendra. Merci de votre invitation. 5 semaines. Oui, merci d'avoir joué le jeu.